Bonjour à tous, bienvenue chez Première Page. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que beaucoup de gens connaissent, mais que peu savent réellement appliquer. C'est le concept de l'EEAT. Et aujourd'hui, pour aborder le sujet, je ne suis pas tout seul. Bonjour, moi c'est Marie, en charge du contenu au sein de Première Page. Et le concept de EAT, c'est notre quotidien depuis maintenant quelques années. Et moi aujourd'hui, Marie, je vais jouer l'avocat du diable, parce que quand j'entends ces mots expertise, expérience, autorité, trust, c'est des mots dont on a l'impression qu'ils sont à la mode. Et mon job, concrètement, là, ça va être de te pousser à nous expliquer qu'est-ce qui se cache derrière réellement ces termes et comment on peut réellement mettre ça en application sur son site web. Je pense que même les plus sceptiques vont comprendre pourquoi c'est le sujet numéro 1 en SEO et même en GEO. Alors pour bien comprendre où on en est, Marie, il faut faire un retour en arrière, 20 ans en arrière, puisqu'au final, on part de très loin, 20 ans en arrière et aujourd'hui en 2026. Est-ce que tu peux nous faire une rétrospective de là où on part et où on en est aujourd'hui ? Exactement, si on remonte aux années 2010, à ce moment-là, on écrivait vraiment pour l'algorithme, pour la machine, et on ne pensait pas à l'humain. Donc ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire bourrage de mots-clés, on mettait le mot-clé peut-être des fois 40, 50 fois dans un même texte. C'était très désagréable à lire pour l'internaute, mais c'était vraiment à destination de la machine. Et le pire, Marie, c'est que ça fonctionnait entre 2010, on va dire, et 2018-2019, bourré de mots-clés, mettre de la densité. Donc, comme tu disais, on écrivait vraiment pour l'algo, marchait très bien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'impression, voire la réalité, c'est que c'est complètement l'inverse qu'il faut mettre en œuvre si on veut avoir des chances de ressortir. Oui, tout à fait. Et en 2011, Google a sorti 2 mises à jour, Panda et Penguin, et ça a déjà commencé à changer la donne. Donc il y avait Panda effectivement pour la partie contenu pauvre, qui sont pas assez qualitatifs, pas assez enrichis, et Penguin plus pour la partie lien artificiel, faire beaucoup trop de liens avec des angles trop optimisés. Donc c'est à partir de cette date-là que ça a commencé à coûter cher aux sites qui avaient des pratiques, on va dire, un petit peu contraires aux règles de Google. C'est ça, et là le message de Google est clair, tu ne peux plus suroptimiser tes textes et donc tu ne peux plus tricher grossièrement. Donc la première bascule, la qualité commence vraiment à compter. Et après, il se passe quoi, Marie ? Ensuite, en 2013, vient la révolution sémantique avec Hummingbird, RankBrain et puis BERT. C'est-à-dire que Google se met vraiment à prendre en compte la notion de sens et pas juste les mots. Donc la notion de sens et d'intention. Alors donne-moi un exemple concret, Marie, parce que pour moi, comprendre le sens, je t'avoue que c'est un peu abstrait. Aujourd'hui, si tu tapes la requête « Où manger un couscous près de chez moi », Google comprend la géolocalisation. Il va te chercher un restaurant qui est ouvert et il va chercher des bons avis. D'accord, alors qu'avant, concrètement, il avait tendance à récupérer ces termes dans des pages, donc couscous, restaurant, prêt, et au final, le résultat n'était pas le même. Donc aujourd'hui, on passe vraiment d'un mot-clé, si je comprends bien, à un sujet, une vraie intention de recherche. Voilà, c'est exactement ça. Donc concrètement, si on prend un terme comme manger un bon couscous près de chez moi, à l'époque, en tout cas Google avait tendance à récupérer des pages web qui contenaient le mot manger couscous près de chez moi éventuellement, et aujourd'hui avec cette notion de sens, voire même d'intention, il va savoir faire la correspondance entre couscous avec restaurant marocain. Près de chez moi, il va comprendre que je suis géolocalisé, par exemple ici sur Anglette, donc il va me proposer des restaurants, je pense à 5-10 km autour d'Anglette, et idéalement avec des bons avis pour correspondre aussi à la notion d'expertise, d'expérience, d'autorité et de confiance. Donc on n'est plus vraiment juste sur de l'optimisation traditionnelle depuis un bon moment, mais vraiment sur une compréhension et une optimisation pour l'intention de recherche. C'est exactement ça. Et ensuite, en 2022, vient la Helpful Content Update, où là, Google prend vraiment en compte la notion de qualité et il faut apporter de la valeur ajoutée à l'internaute. Et c'est là aussi qu'arrive le deuxième E de EEAT, qui est la notion d'expertise. Donc avant, c'était EAT, et maintenant, c'est devenu EEAT. Exactement, un E en plus, et on va voir ce que ça change. En 2022, il y a aussi la naissance de ChatGPT. ChatGPT, ça va complètement révolutionner les contenus parce qu'aujourd'hui, on est en capacité de produire des contenus en masse sans forcément que la qualité suive derrière. Donc si on résume ces 20 ans, on est passé du mot-clé répété mécaniquement à la notion d'humain, de la machine à l'humain. Et le paradoxe dans tout ça, c'est que
on parle de l'humain qui doit être au centre de tout, mais on invente une machine, en quelque sorte, qui prend le lead sur de la génération de texte, avec une possibilité d'avoir des coûts proches de zéro. Donc c'est un petit peu ambigu, tout ça. C'est exactement ça le problème. Aujourd'hui, le web se noie sous des contenus en masse qui sont pauvres en qualité. Auto-généré en quelque sorte, quoi. Il y en a de partout, les gens créent de plus en plus de contenu, et au final ça, je présume que Google le voit, puisque comment il fait pour indexer tous ces contenus d'un coup, c'est un peu la question à laquelle il va falloir répondre. Je joue mon rôle de gérant de première page, un peu sceptique. Si l'IA, d'après ce que tu dis, écrit si vite et si bien, pourquoi je devrais aujourd'hui ou demain payer une agence pour rédiger mes contenus pour mon site web? Le gros problème, c'est que l'IA produit des textes vraiment plats. Qu'est-ce que ça veut dire des textes plats? C'est des textes qui n'ont pas de valeur ajoutée, où la notion de qualité est absente. Et nous, les rédactrices web, les rédacteurs web, on va vraiment venir ajouter cette valeur ajoutée et cette qualité qui est nécessaire. Donc valeur ajoutée, en quelque sorte, on peut le résumer en un texte qui est impossible à dupliquer, c'est-à-dire un texte qui ne va pas s'appliquer aussi bien pour une agence immobilière que pour une autre. Et c'est là où intervient la fameuse notion de EAT. Voilà, tout à fait. Là, les mots importants, ça va être la personnalisation, la spécificité, la valeur ajoutée et la qualité. Donc c'est autant de mots qui vont permettre de se différencier des concurrents, de produire des contenus uniques qu'on ne va pas retrouver ailleurs sur le web. Et c'est justement cette qualité-là qui va faire qu'on va pouvoir ranker sur Google et être cité par les IA. Donc en gros là, l'IA a rendu l'EAT, ce concept, encore plus important et déterminant si on veut améliorer sa visibilité sur Internet. C'est exactement ça, le contenu authentique prend vraiment de l'importance aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous déplier l'acronyme EAT? On a un petit peu parlé juste avant, mais on va faire un focus dès à présent. EAT, c'est de l'anglais, E de expérience, E de expertise, A d'autorité et T de trust pour la confiance. Donc là, le plus simple pour retenir ce concept et ces différents mots derrière l'acronyme, c'est de leur associer une phrase, tout simplement. Donc je te propose de commencer par le premier E. Expérience, j'y étais, je l'ai vécu, je l'ai fait. Donc associer vraiment cette notion de concret. Je sais de quoi je parle. Et comment tu prouves ce vécu, justement, que tu peux injecter dans des pages web? Avec des preuves concrètes, des chiffres, des citations, des témoignages, des avis. Tout ce qui permet vraiment de montrer que tu sais de quoi tu parles parce que ça te parle, tu l'as vécu, tu l'as fait. Ok, donc du coup le deuxième pilier, le deuxième E. C'est l'expertise, donc c'est le niveau de connaissance et de compétence. Attends, parce que moi là je vois quand même une nuance un petit peu subtile, expertise, expérience. Pour moi ça se rejoint un petit peu, j'ai l'impression qu'on parle des mêmes choses. Est-ce que tu peux peut-être nous faire un résumé en une phrase pour chacun de ces mots? Oui, c'est deux notions qui se ressemblent beaucoup, qui se recoupent beaucoup. L'expertise, c'est la notion de savoir et l'expérience, c'est la notion de vécu. Par exemple, un médecin, il peut être expert sur une maladie, mais s'il n'a jamais contracté, il n'aura pas l'expérience de cette maladie. Ok, donc là c'est plutôt limpide. Donc il y en a un, c'est le savoir, vraiment la compétence mère, et l'autre, c'est le fait de l'avoir vécu, tout simplement, et de pouvoir documenter en fait du contenu sur ce vécu vraiment précis. Donc troisième pilier, le A de autorité. L'autorité, c'est on me reconnaît comme une référence sur ce sujet. Ok, donc comment ça se matérialise cette autorité? Parce que je ne peux pas m'auto-proclamer autoritaire sur un sujet en particulier. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en profondeur comment justement on met en exergue cette autorité sur un site ou sur une page? Exactement, tu peux toi-même te décréter expert sur un sujet, mais l'autorité elle va venir de tes pairs. Ce sont eux qui t'estiment expert sur le sujet parce que le maîtrisant. Et donc tu dois pour ça avoir été par exemple cité en source, donc être une sorte de référent sur le domaine. Les avis, ça rentre dans ce domaine-là, le fait d'avoir des avis vérifiés sur la toile, c'est quelque chose qui rentre dans le domaine de l'autorité? Alors oui, les avis, ça y joue, effectivement, et le fait aussi d'être mentionné sur des sites tiers, d'être cité comme expert, d'avoir des citations sur des sites, dans des articles, d'avoir un profil aussi d'auteur sur des sites. Voilà, tout ça, ça contribue à renforcer l'autorité. Et du coup, le dernier, le T pour trust, ou en français fiabilité, tu nous en dis plus? La fiabilité, c'est vraiment important, je dirais même c'est un pilier central. C'est l'honnêteté, le fait qu'on peut me faire confiance.
Donc Central Comment, il est en quelque sorte plus important que les autres? Oui, en fait, tu peux avoir l'autorité, tu peux avoir l'expertise, tu peux avoir l'expérience, mais si tu n'as pas la fiabilité, il va manquer quelque chose. C'est vraiment le liant, la fiabilité, pour Google. Et concrètement, un site fiable, c'est quoi les éléments qu'il faut avoir à l'intérieur pour être considéré comme site vraiment à haute fiabilité ou à haut trust? Je dirais la cohérence. La cohérence, voilà, le fait d'avoir des informations fiables dans tes mentions légales, dans ton contact, d'avoir les mêmes informations partout sur le web, voilà, d'avoir cette fiabilité-là, cette ligne directrice qui rassure. Donc là, si tu devais nous résumer les 4 en une phrase, tu dirais quoi? Expertise et expérience, c'est ce que je sais et ce que j'ai vécu. Autorité, c'est ce que les autres disent de moi. Et fiabilité, c'est ce qui relie le tout. C'est vraiment le cœur de l'EAT. Donc ok, là j'ai bien compris, c'est très joli tout ça, mais nous concrètement en agence, comment en fait on le véhicule, comment on le matérialise, cette notion d'EAT auprès et avec nos clients? L'important, ça va être de se différencier des autres contenus avec des éléments de personnalisation, des éléments de qualité, de valeur ajoutée, de vécu. Donc tout ça, on va l'ajouter dans les contenus, par exemple en se documentant vraiment sur le client et en ajoutant des éléments spécifiques au client, peut-être au travers d'une interview qu'on aura faite avec le client et qui nous aura donné des éléments qu'on n'aura pas pu trouver autrement. Donc on va vraiment venir chercher des informations. Des chiffres aussi, des données chiffrées, des sources qu'on va venir intégrer dans nos contenus. Mais le EAT, c'est aussi un excellent moyen, voire même un moyen fondamental pour améliorer sa visibilité sur les IA, aussi bien ChatGPT, Gemini, Perplexity et les autres. Mais pas que. Ça participe aussi grandement à améliorer le taux de conversion, puisque qui dit expérience, expertise, dit on va rassurer le potentiel client sur le site, qui dit autorité et confiance permet en fait au client final de passer à l'action. Pour les IA, oui, l'EAT est un déclencheur de citation par les IA, puisque les IA viennent chercher de la fiabilité, de l'expertise. Ils aiment quand il y a des sources, ils aiment quand il y a des citations, ils aiment quand il y a des chiffres, et tout ça contribue effectivement à être cité par les IA, et donc est un élément de GEO. Et donc concrètement, chez Première Page, au pôle rédaction, ce qu'on va venir faire, c'est ajouter par exemple des modules éditoriaux, notre coup de cœur, le coup de cœur des visiteurs, le conseil de l'équipe, bon à savoir, voilà, des petits éléments vraiment de réassurance, des petits éléments de tips où on va ajouter soit un conseil, soit une astuce, soit un partage d'idées et de coups de cœur. Ça va vraiment venir humaniser le texte. Après, comme je vous disais, on va réaliser des visios avec le client, où là, on va venir extraire des éléments aussi de réassurance, de qualité et vraiment de spécificité. C'est-à-dire, c'est personnel au client et aucun autre concurrent n'aura la même information. Et ça, on va venir l'ajouter dans les contenus sous forme notamment de citations ou de conseils. Des sources aussi, on va venir chercher des sources en lien avec le sujet, des chiffres en lien avec le sujet. Tous ces éléments-là vont être ajoutés dans les textes. Il y aura aussi la notion d'auteur qui va être importante. Donc là, c'est un auteur qui parle. Donc cet auteur a un nom. Il a idéalement une biographie accompagnée de son nom. Et encore mieux si ce profil renvoie vers son compte LinkedIn, par exemple. Parce que là, Google et les IA voient que c'est une vraie personne derrière qui a écrit et qui sait de quoi elle parle et qui donc est légitime à s'exprimer sur le sujet. Donc concrètement, à l'époque, ou avant, si je puis dire, on avait tendance à rédiger des textes, par exemple pour un camping, en introduction, notre camping vous accueille dans un cadre agréable, en plein milieu de la nature, dans un mobil-home ou un emplacement. Et aujourd'hui, avec tout ce travail qui est mis en œuvre par ton pôle, le pôle rédaction, vous arrivez à récupérer de la data pour faire en sorte, comme tu l'as dit précédemment, que ce contenu il soit impossible à dupliquer parce que personne n'aura ni l'expérience ni l'expertise, en tout cas la même expérience ni expertise, et encore moins l'autorité ni la confiance pour pouvoir créer justement ce contenu le plus unique possible. Voilà, nous on va venir ajouter notamment du factuel. Donc le factuel c'est quoi ? Il y a 86 mobil-homes, il y a 26 emplacements, ce sont des chiffres concrets, ce sont aussi des labels par exemple, voilà, ce camping a le label clé verte. Tout ça c'est des éléments qui sont propres au camping, que c'est pas l'IA qui a généré de manière aléatoire. C'est vraiment
spécifiques au camping. Donc c'est ces données factuelles aussi qui vont être importantes. Et pour m'en souvenir un petit peu sur de nombreux cas de figure, il y a aussi la notion de pourcentage. On peut être amené à parler du nombre de vacanciers qui viennent dans la région. Donc vous allez aussi faire du sourcing auprès de données qui sont publiques, auprès du gouvernement ou auprès d'autres instituts qui fournissent de la data pour pouvoir venir garnir aussi ces contenus avec de vraies informations qui, pour le coup, elles, sont complètement vérifiables. Voilà, exactement. Si on trouve un pourcentage sur la hausse du tourisme au Pays Basque ces dernières années, on va venir l'inclure dans le texte avec un lien externe renvoyant vers le média qui donne ce chiffre-là. Ça peut être l'office de tourisme d'une ville du Pays Basque. Et pourquoi pas ajouter aussi un pourcentage, pour rester sur les pourcentages, de fiabilité des clients, par exemple, des clients du camping. Si le client nous dit, moi j'ai 30% de clients fidèles qui reviennent d'une année à l'autre, super, on va l'ajouter. C'est un élément en plus qui est intéressant et qui est concret. Donc là, concrètement, si je reprends ma phrase tout à l'heure d'introduction, comment toi tu la transformes aujourd'hui avec ton pôle contenu, cette phrase-là qui nous permet d'introduire notre camping, bienvenue dans notre camping calme, chaleureux et animé en plein cœur, par exemple, du Pays Basque ou des Cévennes, peu importe. Tu peux nous faire une petite démonstration en direct de comment toi tu le transformes pour le rendre vraiment 100% EAT, ce texte ? Alors ça peut être par exemple 70% de nos vacanciers reviennent chaque année grâce au label Clé Verte obtenu en 2019. Et comme le dit le directeur du camping, citation, nos vacanciers adorent le mobil-home vue mer parce qu'il est calme et parce que la vue est incroyable. Et en petit conseil, on pourra ajouter par exemple, ne manquez pas le restaurant qui est à 500 mètres du camping dans lequel les vacanciers adorent les moules frites à la marinière. Donc là, concrètement, tous ces chiffres-là correspondent à nos fameux piliers. On a donc notre pourcentage de vacanciers qui reviennent, qui matérialise, on va dire, le côté vécu. On a ce fameux label Clé Verte dont tu as parlé, qui lui est plutôt un indicateur de confiance. On a aussi la citation du fameux directeur qui lui va donner un conseil très orienté. Donc on est aussi sur un indicateur EAT qui est fort. Et on a enfin le fameux conseil pour pouvoir aller manger des moules frites dans le restaurant qui est à côté, qui lui va matérialiser plutôt les 2 E du EAT, donc expérience et expertise. Donc on sent vraiment que quand on arrive sur cette page et qu'on la lit, on est conseillé, on est guidé et on n'a pas un texte qui est complètement neutre et qu'on pourrait retrouver partout ailleurs. C'est au final un petit peu le fin mot de cette histoire de l'EAT, c'est de produire vraiment des contenus qui sont 100% uniques. Donc 100% unique, c'est pas juste de pas dupliquer le contenu, c'est de ne pas dupliquer l'originalité ou d'arriver en tout cas à faire un texte complètement original qui sera impossible à reproduire par notre gérant d'hôtel, notre gérant de camping, notre gérant de restaurant, par personne en quelque sorte. Et moi je résumerai tout ça en quelques mots, le côté personnalisation, vraiment des éléments spécifiques au client, le côté vécu, on sait de quoi on parle. Et donc, forcément, il en vient de la qualité et de la valeur ajoutée. Et tout ça, ça donne un contenu qui ne peut pas être généré par une IA qui n'a pas ces connaissances-là. Et donc, en mettant dans des contenus des éléments EAT, on vient se distinguer des contenus plats qu'on retrouve malheureusement trop souvent aujourd'hui sur le web. Marie, je te remercie pour ce temps passé à mes côtés pour expliquer ce concept d'EAT qu'on applique donc chez Première Page depuis plusieurs années et pour lequel tu te bats d'arrache-pied pour pouvoir justement avoir des données auprès des clients, pouvoir échanger avec les chefs de projet et apporter cette touche ultra personnalisée aussi bien sur des pages commerciales, sur des fiches produits ou encore sur des articles de blog. Si à votre tour vous souhaitez débattre sur le sujet, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo, on y répondra. Et si vous avez envie qu'on effectue un audit sur vos contenus, un audit SEO ou encore un audit Géo, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet. Merci à toi Jérôme et à très vite pour une prochaine vidéo autour des contenus.